Imagine un monde où tu te promènes avec une pancarte qui contient ton nom, ton âge, ton adresse postale, ton adresse électronique, ton numéro de compte bancaire et d'autres informations, notamment toutes tes factures. Je pense que tu te poserais des questions. Peut-être qu'on y vient. Vérification de l'âge sur les réseaux sociaux, déclaration de votre wallet crypto à plus de 5000 euros, facturation électronique. Tous ces projets sont présentés en amont comme étant pour lutter contre la fraude sociale, la fraude fiscale, pour lutter contre la haine numérique et protéger nos mineurs. La vraie question qu'on doit se poser, c'est jusqu'où l'État va aller dans sa surveillance sans mettre en péril notre liberté, notre vie privée et notre sécurité. Alors, concernant l'âge sur les réseaux sociaux, donc, ceci vise à vérifier l'âge sur les réseaux sociaux pour protéger nos mineurs, pour pas qu'ils passent trop de temps sur les réseaux sociaux, mais aussi éviter la haine numérique. Alors ça me pose deux problèmes de fond. En tant que parents, c'est à nous, c'est notre rôle de limiter l'accès aux réseaux sociaux à nos enfants. Ça, c'est le premier point. L'État veut se substituer au rôle des parents. Ça, c'est le premier warning qui vient à mon esprit. Deuxième warning, c'est qu'on vient d'un Internet plutôt libre, un Internet où on se dit « prouve qui tu es pour avoir accès ». Alors, vous allez dire, ça existe déjà, avec évidemment la limitation parentale, les sites interdits au moins de 18 ans, mais évidemment, sur ces choses-là, ce pas des choses où tout le monde a accès. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a tout le monde qui a accès, c'est standardisé, c'est pas uniquement pour parler avec ses amis, ça sert aussi pour autre chose, on va pas se mentir. Et donc, passer d'un monde où justifie qui tu es pour avoir accès, si on commence par les réseaux sociaux, ce que j'ai peur, c'est que ça s'étende à la vie de tous les jours. Par exemple, vous allez dans un magasin, présentez votre carte d'identité pour rentrer, pour prouver qui vous êtes. Mais il ne faut pas qu'on s'habitue à ce genre de choses. Le vrai point gênant de la vérification de l'âge sur les réseaux sociaux, c'est qu'il va falloir prouver son âge. Donc, certainement livrer une pièce d'identité. Et donc, faire confiance à un tiers de confiance lorsque vous allez livrer votre identité. Mais malheureusement, je tiens à vous rappeler qu'en matière de cybersécurité, les organismes publics sont, je vais utiliser un mot dur, mais ils sont à la rue. On a vu que la NTS a été piratée, c'est quand même ceux qui délivrent un ensemble de titres d'identité, permis, etc. Donc là, il y a eu peut-être 11 millions de comptes piratés, donc c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Donc vous imaginez faire confiance aux services publics qui auront des partenaires de confiance, soi-disant, pour vérifier notre identité. Moi, personnellement, je ne leur fais pas confiance. La NTS a été piratée, France Travail a été piraté, assez facilement. Et puis il y a d'autres services qui ne sont pas liés forcément à l'État qui ont été piratés, notamment Free. Donc il y a un certain nombre de données personnelles qui seront susceptibles d'être piratées. Vous voyez bien, vous recevez tous aujourd'hui cet SMS où on vous dit qu'il y a un colis à votre nom avec une photo du colis, avec votre adresse et votre nom. À votre avis, d'où viennent ces données? Forcément, d'un piratage. Donc pour moi, la vérification de l'âge sur les réseaux sociaux, il me pose trois problèmes. Substitution de l'État au rôle des parents. 2, confidentialité des données. 3, passage d'un monde de circulation entre guillemets libre sur Internet, mais à un monde où prouve qui tu es pour avoir accès, qui pourrait s'étendre à d'autres sujets de la vie de tous les jours, puisque on l'aura accepté une première fois. Deuxième sujet, donc déclaration d'un wallet crypto lorsque celui-ci contient plus de 5000 euros en valeur. Alors, cette loi n'est pas encore passée, c'est un amendement, l'amendement CF64, qui prévoit que vous déclarez vos wallets, qu'ils soient physiques ou logiques. C'est essentiellement les ledgers ou votre clé MetaMask qui est visée, évidemment, lorsqu'on a plus de 5000 euros. Alors là, ça me pose un problème de sécurité déjà.
problème de sécurité, on a vu ces derniers temps que certaines personnes qui possèdent de la crypto ont été kidnappées, agressées. Donc imaginez que vous centralisez tout ça pour un service de l'État. On sait que ce ne sont pas des experts en matière de cybersécurité. Et donc, il y a deux problèmes. Déjà, il y aura des agents de l'État qui auront accès à vos données personnelles et qui, eux, peuvent être corrompus. Et deux, la cybersécurité, si quelqu'un pénètre dedans, il a des infos sur vous, là où vous habitez. Il sait que vous avez de la crypto potentiellement chez vous ou sur, que ce soit un wallet physique ou logique, entre guillemets. Et donc là, les risques d'agression augmentent fortement. Et en plus, l'idée, c'est quand même de centraliser tout ça. Alors que ceux qui possèdent de la crypto, évidemment, c'est pour avoir des données plus ou moins décentralisées. Alors, c'est présenté comme de la lutte contre la fraude fiscale et sociale, mais à quel moment on va frauder? Puisque vous savez que quand vous allez échanger vos cryptos, en général, vous allez les échanger sur une plateforme. Et là, quand vous allez faire des plus-values, l'État est particulièrement au courant. Donc, c'est pas une question vraiment de fraude, c'est une question de surveillance, de savoir ce que vous avez. Deuxième problème que ça me pose, c'est que vous voyez bien que pour tout et n'importe quoi, l'État commence à penser à taxer les plus-values latentes, c'est-à-dire qui n'ont pas été matérialisées. Et donc, s'il connaît tout ce que vous avez dans votre portefeuille crypto, même si c'est que du déclaratif, ça pourrait lui donner une idée de taxer vos plus-values latentes. Plus loin, on sait très bien que les services européens sont contre la possession de crypto-monnaies. Et donc, pourquoi pas nous sanctionner? Dire, ceux qui ont un wallet crypto, soit vous le rendez, soit j'en sais rien, soit on vous met une amende, soit vous payez une taxe pour posséder ce wallet. Attention, quand l'État met trop son nez, c'est toujours dangereux. Le troisième sujet, qui pour moi le pire, c'est la facturation électronique. Donc c'est en rapport avec évidemment l'article de loi L 2192-1-7, et donc qui prévoit la facturation numérique pour les entreprises. Donc dans un premier temps, tout ce qui est grandes entreprises, etc., au 1er septembre 2026, et ensuite les micro-entreprises vont y passer au 1er septembre 2027. Là, c'est très très dangereux, parce qu'il y a à la fois des données personnelles, évidemment, votre nom, etc., mais il y aura aussi des données bancaires. Et donc, autrement dit, certains services de l'État auront accès quasiment à toute votre vie, puisque ils sauront qui a facturé quoi à qui, quand, parfois où doit avoir lieu la prestation. Donc si vous avez fait des travaux chez vous, on le sait, pour quel montant, avec quelle entreprise vous avez travaillé. Mais ça, moi, ça me pose un problème. Le premier problème, c'est si on se fait pirater, pareil, les personnes ont accès à toutes vos données. Donc, en fonction du montant des travaux ou de ce que vous avez fait ou ce que vous avez acheté, évidemment, des individus malveillants pourraient évidemment vous cambrioler ou pire, vous agresser. Ça, c'est très important de le comprendre. Deuxième problème, c'est le problème du secret professionnel. Évidemment, les médecins des professions comme les médecins libéraux, les avocats ou d'autres professions sont soumis au secret professionnel. À partir du moment où on sait qui a facturé quoi, où est le secret professionnel? Dites-moi où est le secret professionnel. Ça me pose un gros problème. Une entreprise qui travaille avec une autre, tout le monde est au courant, enfin tout le monde. Les services de l'État sont au courant, mais comme j'ai dit, ces services sont facilement piratables, et donc n'importe qui pourrait être au courant de qui a travaillé avec qui, quelle transaction, quel montant, quand. Et là, ça pose vraiment un problème non seulement de vie privée, d'accord? Donc là, il y a un contrôle sur la vie privée, c'est-à-dire que l'État veut connaître votre vie privée à partir du moment où il a l'état de toutes les factures, donc ça donne quand même des informations sur la vie privée. Le deuxième point, problème du secret professionnel, et le troisième point, problème
sur votre sécurité. Alors la question aujourd'hui n'est pas de savoir est-ce que l'État doit lutter contre la fraude ou pas, c'est est-ce qu'il le fait réellement. Est-ce qu'on n'est pas dans une politique de surveillance qui nous prive de nos libertés, de notre vie privée, et pire encore, porte atteinte à notre sécurité. Parce que aujourd'hui, il semblerait que pour lutter contre la fraude sociale et la fraude fiscale, il ne s'agit pas de surveiller si les gens ont un wallet crypto. Il ne s'agit pas de, évidemment, faire de la facturation électronique. D'accord ? Présenter, évidemment, sous forme de ça facilite toutes les démarches déclaratives. Non, l'État n'a jamais facilité rien en démarche déclarative. Il faut être honnête, quand vous remplissez votre fiche d'impôt, vous voyez comment c'est compliqué, le nombre d'annexes à remplir, des fois des trucs où ils sont même pas clairs. Donc, croyez-moi, il y a peut-être une autre intention là-dessus. Je pense qu'il est temps qu'on se réveille. Je pense qu'il est temps que nous fassions attention à notre liberté, à notre vie privée, à notre sécurité. Je vous laisse réfléchir sur la question. À bientôt.